Ce voyant vient de s'allumer sur mon tableau de bord. Je dois m'arrêter immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il s'agit d'une usure des plaquettes de frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors sans même connaître la signification de ce voyant, sans connaître le problème associé justement à ce voyant, il faut toujours garder en tête que les voyants orange, de manière générale, ils n'impliquent pas un arrêt immédiat. Bien évidemment, ils indiquent qu'il y a un problème avec le véhicule, qu'il faut le régler le plus rapidement possible, mais on n'est pas tenu de s'arrêter immédiatement. Le bon comportement à avoir, c'est de s'arrêter à la prochaine station-service pour justement régler le problème. Et justement, quel est ce problème? Il s'agissait bien d'une usure des plaquettes de frein. Les bonnes réponses étaient donc la B et la C. Dans cette situation, je peux dépasser par la droite le véhicule en face de moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Vous le savez, en France, le dépassement par la droite, il est formellement interdit. Par contre, il existe plusieurs exceptions, notamment lorsque le véhicule que je dépasse par la droite va dans une autre direction que la mienne. C'est également possible de dépasser par la droite lors d'embouteillages lorsque la circulation est au ralenti. C'est également possible de dépasser par la droite des véhicules qui seraient dans leur voie réservée, comme des voies de bus, comme on peut le voir. Donc là, typiquement, dans ce cas-là, on voit que le véhicule d'en face a son clignotant à gauche, donc il va tourner à gauche. Et la voie de droite, elle est destinée pour les gens qui veulent continuer tout droit. C'est une zone d'évitement, donc on peut bien évidemment le dépasser par la droite. C'était bien oui, réponse A. Je cède le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors le véhicule est sur notre droite, par contre il a une ligne continue dans sa voie, il va donc devoir marquer l'arrêt et nous céder le passage. C'est pas une priorité à droite, je suis bien prioritaire, que je tourne à droite ou que j'aille tout droit, je suis prioritaire, donc je ne cède pas le passage. C'était bien non, réponse B. La signalisation permet le dépassement de ce cycliste. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse immédiatement en laissant un espace latéral au moins d'1,50 m. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc la signalisation qui va nous intéresser, ça va être le marquage au sol. On voit bien une ligne continue qui va nous interdire du coup le franchissement et le chevauchement de cette même ligne. Cependant, il existe des exceptions et le dépassement d'un cycliste est l'une d'entre elles. Donc en théorie, la signalisation permet bien le dépassement de ce cycliste. C'est d'ailleurs ce qu'est en train de faire le véhicule en avant. Il est en train de dépasser justement ce cycliste. Cependant, il y a des conditions particulières pour pouvoir dépasser ce cycliste en toute légalité et en toute sécurité. Une des premières conditions, c'est que je dois chevaucher la ligne continue, mais je ne dois pas la franchir, puisque le franchissement est interdit, même pour le dépassement d'un cycliste. La deuxième condition, c'est de laisser au moins 1,50 m d'espace latéral de sécurité entre le cycliste et mon véhicule, puisque je suis hors agglomération. En agglomération, ce serait 1 mètre. Et puis comme tout autre dépassement, il faut bien évidemment avoir une bonne visibilité vers l'avant et ne pas être déjà soi-même en train d'être dépassé. Donc là, je ne peux pas me permettre d'entamer mon dépassement immédiatement puisque j'ai une mauvaise visibilité vers l'avant. Et ce, même si je fais attention de ne pas franchir la ligne continue, d'uniquement la chevaucher et de bien laisser un espace latéral d'au moins 1,50 m, ça n'a pas d'importance. La visibilité vers l'avant est mauvaise, donc je ne dépasse pas immédiatement ce cycliste. Les bonnes réponses étaient donc la A et la D. Petite pause juste pour te rappeler que tu peux avoir accès à plein de ressources pour réussir le code de la route à tous les coups en cliquant sur le premier lien en description. Tu vas pouvoir avoir accès à de nombreux sujets d'examen blanc et de tests interactifs comme celui-là. Conduire avec un champ visuel de moins de 120 degrés est? Réponse A. Conseillé. Réponse B. Toléré. Réponse C. Interdit. Le conducteur doit s'assurer que son acuité visuelle soit compatible avec la conduite d'un véhicule à moteur. Outre le fait que le conducteur doit avoir une acuité moyenne de 5/10 pour l'ensemble des deux yeux, son champ visuel ne doit pas être inférieur à 120 degrés.
Si cela est le cas, la conduite lui sera interdite. Réponse C. Plus je roule vite plus, mon champ visuel se réduit. Réponse A. Oui. Réponse B. Non. Mon angle de vision augmente. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Notre capacité visuelle diminue quand la vitesse augmente. Par exemple à 40 km/h, mon champ de vision est de 100 degrés. À 100 km/h il est de 45 degrés. À 130 km/h il est de 30 degrés. Donc plus je roule vite, plus mon champ de vision rétrécit. Réponse A et D. Donc ça, tu peux y avoir accès pour seulement 19 euros. Ça comprend en tout plus de 3000 questions officielles du code de la route, plus des corrections détaillées et également des cours en live avec des moniteurs d'auto-école. Et moi, ce que je te conseille, c'est de prendre le pack à 44 euros où tu vas avoir toutes ces ressources et également une place à l'examen du code de la route. Ou même si tu cherches une auto-école pas chère également pour la conduite, je te conseille de prendre le pack à 65 euros où là tu vas avoir les ressources pour réviser le code de la route, la place à l'examen du code et même 1 heure de conduite qui va te permettre de découvrir et après, à ce moment-là, tu pourras juger si oui ou non tu voudras faire le permis de conduire avec le permis libre ou non. Là, tu as vraiment toutes les cartes en main pour réussir ton code. Si ça t'intéresse, ça sera le premier lien en description. On enchaîne directement avec la question suivante. Je vais à Vannes, je suis fatigué. Je continue en roulant doucement. Réponse A. Je continue en roulant au maximum des limitations de vitesse. Réponse B. Je prévois une pause. Réponse C. Je m'arrête à la prochaine aire de repos. Réponse D. Donc pour aller à Vannes, il me reste 38 km, c'est bien assez pour m'endormir au volant. Donc bien évidemment, je pense à prévoir une pause et je m'arrête à la prochaine aire de repos. Faut se rendre compte que la somnolence au volant, c'est la deuxième cause de mortalité sur autoroute en France. Donc c'est vraiment pas à prendre à la légère. Les bonnes réponses, c'était la C et la D. Il est essentiel d'établir un prédiagnostic de la situation globale et des victimes avant d'alerter les secours. Oui, réponse A. Non, réponse B. C'est important de donner le maximum d'informations, de précision aux secours avant même qu'ils arrivent au téléphone, évidemment. Ça va permettre aux potentielles victimes d'avoir des soins adaptés le plus rapidement possible. Donc la bonne réponse était bien oui, réponse A. Sur autoroute, combien mesure environ une bande d'arrêt d'urgence? 30 mètres, réponse A. 40 mètres, réponse B. 50 mètres, réponse C. 60 mètres, réponse D. Donc une bande d'arrêt d'urgence sur autoroute, ça mesure environ 40 mètres, 39 mètres plus précisément, et ces bandes d'arrêt d'urgence, elles sont espacées chacune de 13 mètres. C'est pour ça que quand on roule sur autoroute à 130 km/h, il faut bien garder une distance de sécurité de 2 bandes d'arrêt d'urgence qui équivaut environ à 90 mètres, donc 39 mètres x 2 plus 13 mètres. Donc ça nous donne 91 mètres. Il y a également une formule à connaître pour estimer les distances de sécurité en fonction de la vitesse. Donc il faut prendre le nombre des dizaines. Donc pour 130 km/h, le nombre des dizaines c'est 13. Et on multiplie ce chiffre, ce nombre, par 6. Donc 13 multiplié par 6, ça fait 78 mètres. C'est pour ça que 2 bandes d'arrêt d'urgence, ça convient parfaitement. La bonne réponse était donc 40 mètres, réponse B. Je mets mon pied sur le frein. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me prépare à un potentiel arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on voit en face à l'intersection un véhicule de pompiers et un véhicule bleu avec un gyrophare bleu. C'est peut-être un véhicule de la gendarmerie. Ces véhicules, lorsqu'ils sont en intervention, ils sont prioritaires. Je dois leur faciliter le passage, je dois leur céder le passage. Donc bien évidemment, je mets mon pied sur le frein. Oui, réponse A. Et je me prépare à un potentiel arrêt. Oui, réponse C. Je peux allumer mes feux de brouillard avant pour améliorer ma visibilité quand il pleut. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors oui, le fait d'allumer mes feux de brouillard avant, ça va me permettre d'avoir une meilleure visibilité vers l'avant en cas de forte pluie notamment. Néanmoins, l'utilisation des feux de brouillard avant n'est pas obligatoire, elle est facultative. Par contre, ça me permet vraiment d'améliorer ma visibilité quand il y a de fortes pluies vers l'avant. De la même manière, on peut également utiliser les feux de brouillard arrière, mais uniquement en cas de forte pluie. Puisqu'en temps de pluie plutôt légère, ça va vraiment éblouir les usagers en arrière de mon véhicule. C'est pour ça que leur utilisation est interdite en cas de pluie légère. La bonne réponse était bien oui, réponse A. Que risque un conducteur qui refuse de se soumettre à un dépistage d'alcool? Une suspension du permis de conduire? Oui, réponse A. Non, réponse B. Une peine d'emprisonnement? Oui, réponse C. Non, réponse D. Lors d'un contrôle de police, si je refuse de me soumettre à un dépistage d'alcoolémie ou même de stupéfiants, je serai soumis exactement aux mêmes sanctions que si j'avais été contrôlé à 0,80 g par litre d'alcool dans le sang et plus. Donc dans ce cas-là, je risque jusqu'à 4 500 € d'amende, un stage de sensibilisation obligatoire, jusqu'à 3 ans de suspension du permis de conduire, un retrait de 6 points sur le permis et une peine d'emprisonnement allant jusqu'à 2 ans de prison. Les bonnes réponses étaient donc la A et la C. Je reste à l'arrêt jusqu'à que le feu passe au vert. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ce panneau indique la débouchée sur un passage sous-marin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on est en présence d'un feu orange clignotant. On ne doit pas marquer l'arrêt. Il équivaut à un feu vert. Il nous demande juste de redoubler d'attention. Et ce panneau juste en dessous qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, c'est un panneau qui nous indique la débouchée sur un pont mobile. Donc ce genre de pont, il va pouvoir être levé lorsqu'il y a des bateaux qui doivent passer. Il s'agissait donc pas du tout d'un passage sous-marin. Les bonnes réponses étaient bien la B et la D. L'aide au freinage d'urgence est obligatoirement liée à la présence d'un système d'anti-blocage des roues. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc, en effet, l'aide au freinage d'urgence, donc l'AFU, lorsqu'elle va être déclenchée, elle va également déclencher le système d'anti-blocage des roues, donc l'ABS. Et ces deux systèmes, ils sont interreliés, ils vont travailler en synergie. D'un côté, l'aide au freinage d'urgence va permettre d'augmenter l'efficacité du freinage et l'ABS de l'autre côté va permettre de ne pas bloquer les roues. La bonne réponse, c'était bien oui, réponse A. L'indice principal se situe en zone A, réponse A. Zone B, réponse B. Je me prépare à céder le passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. En regardant un petit peu les deux zones, on remarque qu'en zone B, le rétroviseur intérieur, on ne voit pas de véhicule en arrière, donc c'est pas forcément un indice important. En zone A, on voit qu'il y a un panneau qui nous indique qu'il y a 3 voies de circulation dans le même sens. Donc du coup, on est bien placé dans la voie de droite, on ne va pas changer de voie, on reste sur cette voie, donc on ne va pas céder le passage. Donc les bonnes réponses étaient bien la A et la D. Ce panneau m'interdit de dépasser des camions. Oui, réponse A. Non, réponse B. De dépasser des motocyclettes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau, il interdit le dépassement de tous les véhicules sauf les deux roues. Ça veut dire qu'il m'interdit de dépasser des camions, mais il m'interdit pas de dépasser des motocyclistes ou bien des vélos. Et également, en tant que motocycliste ou en tant que cycliste, ce panneau ne me concerne pas, donc je peux toujours dépasser les autres véhicules si les conditions me le permettent. Et une dernière petite précision, ce panneau interdit également aux camions, aux véhicules de transport de marchandises de dépasser les autres véhicules. Puisque ce panneau, il concerne tous les véhicules sauf les deux roues. Les bonnes réponses étaient donc la A et la D. Je serre à gauche dans ma voie car je vais tourner à gauche à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans cette situation, on voit bien le véhicule qui nous fait face, qui vient de sortir d'une place de stationnement.
Là, si je serrais à gauche, je passerais beaucoup trop près du véhicule et ça pourrait déboucher sur une collision. Donc je veille bien à serrer à droite pour faciliter le croisement et puis je serrerai à gauche au dernier moment lorsque je tournerai à gauche à la prochaine intersection. La bonne réponse était donc non, réponse B. Où placer le triangle de présignalisation en cas de panne sur une autoroute hors agglomération? À 30 mètres du véhicule, réponse A. À 50 mètres du véhicule, réponse B. À 100 mètres du véhicule, réponse C. En cas de panne, il faut placer le triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule, avant un sommet de côte ou un virage. Donc là, c'est précisé sur une route hors agglomération, que ce soit en agglomération ou hors agglomération, on le place toujours à 30 mètres en amont du véhicule. Par contre, dans le cas précis de l'autoroute, c'est interdit de placer ce triangle de présignalisation puisque c'est beaucoup trop dangereux d'évoluer à pied justement sur l'autoroute. Donc c'était bien la réponse A. La vitesse m'est limitée à 50 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je rencontrerai un passage à niveau. Dans 35 mètres, réponse C. Dans 100 mètres, réponse D. Donc oui, la vitesse, elle est bien limitée à 50 km/h pour tous les usagers. Il y avait juste un panonceau en dessous qui nous indiquait juste de faire attention pour les véhicules surbaissés. Donc les véhicules surbaissés, c'est juste des véhicules qui ont un châssis particulièrement bas. Donc il faut faire attention, notamment puisque on est à l'approche d'un passage à niveau. On le voit justement avec la balise et on remarque deux traits rouges sur cette balise qui nous indiquent justement la distance du passage à niveau. Donc on est hors agglomération, donc chaque trait rouge équivaut à 50 mètres. Donc je rencontrerai ce passage à niveau justement dans 100 mètres. Les bonnes réponses étaient la A et la D. Je stationne à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je m'arrête à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je ne peux pas m'arrêter ni stationner à droite puisque c'est une bande d'arrêt d'urgence. Et puis de manière générale, dans un tunnel, on ne peut pas stationner ni s'arrêter. Le seul cas où je serais autorisé à m'arrêter sur la droite, ce serait bien pour un arrêt d'urgence. Les bonnes réponses étaient bien B et D. En tant que jeune conducteur, je peux rouler à 110 km/h. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rouler à 100 km/h. Oui, réponse C. Non, réponse D. Sur des routes à double sens de circulation avec séparateur central qui sont limités à 110 comme c'est le cas ici, en tant que jeune conducteur, je suis limité à 100 km/h et non à 110. Donc les bonnes réponses c'était bien B et C. Je ne prends pas compte du panneau 1 car il ne me concerne pas. Je peux donc rouler à 80 km/h après le panneau 2. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc concernant le panneau 1, on voit bien ce panneau de limitation de vitesse à 50 km/h, mais ce qui était important de regarder aussi, c'était le panonceau juste en dessous qui nous indique que cette limitation de vitesse, elle concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises. Ce pictogramme, voilà, il fait référence aux véhicules de transport de marchandises, aux véhicules qui ont une masse totale de plus de 3,5 tonnes. Donc en effet, je ne prends pas compte de ce panneau puisqu'il ne me concerne pas en tant qu'automobiliste. Et quand on regarde le panneau 2, on remarque un panneau de sortie d'agglomération et également un panneau de route à caractère prioritaire. À partir du panneau de sortie d'agglomération, je serai hors agglomération, donc la limitation de vitesse sera fixée à 80 km/h. Donc je peux rouler à 80 km/h après ce panneau. Donc la bonne réponse était bien oui, réponse A. Je reste dans ma voie, oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place dans la voie de droite, oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, je suis sur autoroute, il y a 3 voies de circulation, je suis placé sur la voie du milieu
En France, on roule à droite, donc je ne reste pas dans ma voie et je me place dans la voie de droite. Même si dans le cas où, en regardant les panneaux, on voudrait aller à Strasbourg ou à Lille, je devrais de toute manière me placer sur la voie de droite dès maintenant, puisque le choix de direction est dans 1500 mètres, donc il me reste pas mal de chemin à parcourir. Donc je me place dans la voie de droite en tous les cas. Les bonnes réponses, c'était la B et la C. Cette conductrice est en infraction. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc cette conductrice, elle s'est arrêtée sur une bande d'arrêt d'urgence pour un arrêt immédiat. Elle a bien actionné ses feux de détresse. En revanche, elle ne porte pas le gilet de haute visibilité qui est obligatoire dans cette situation-là. Donc c'est bel et bien une infraction et cette conductrice risque une amende de 135 €. Donc c'était bien oui, réponse A. Ce voyant fait référence au fonctionnement des feux de brouillard arrière, réponse A. Feu de brouillard avant, réponse B. Feu de position, réponse C. Il s'agissait bien des feux de brouillard arrière, réponse A. Ce véhicule me suit de près. J'accélère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je freine brusquement. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc le véhicule en arrière me suit de près, il me met la pression. Donc si j'accélère, ce qui va certainement se passer, c'est que le véhicule va toujours me suivre de près. Donc c'est pas la solution. Et puis après, potentiellement, je perdrai les distances de sécurité avec le véhicule en avant. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est plutôt garder la même allure, voire ralentir. Bien évidemment, je ne freine pas brusquement puisque ça pourrait surprendre le véhicule en arrière et il pourrait avoir une collision. Ce que je peux faire éventuellement, c'est d'appuyer légèrement sur la pédale de frein pour faire clignoter mes feux stop, pour communiquer avec le véhicule derrière et pour essayer de lui faire comprendre qu'il faut augmenter les distances de sécurité. Donc les bonnes réponses, c'était bien la B et la D. Les radars automatiques sont implantés le long des axes où le risque d'accident est notoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vitesse des automobilistes est souvent inadaptée. Oui, réponse C. Non, réponse D. De manière générale, les radars automatiques sont placés de manière stratégique, notamment sur les routes où le risque d'accident est connu et notoire. Et ces radars, ils vont avoir un intérêt sécuritaire puisqu'ils vont modifier un petit peu le comportement des automobilistes. Ils vont moins avoir tendance à faire des excès de vitesse, à commettre des infractions puisqu'ils sont susceptibles d'être verbalisés. À la base, dans le meilleur des mondes, les radars ne devraient pas modifier le comportement des automobilistes puisque tout le monde devrait, dans le meilleur des mondes, encore une fois, respecter les limitations de vitesse. En pratique, c'est pas forcément respecté en tout temps. Outre l'intérêt économique, ce qui est sûr, c'est que ces radars ont un intérêt en matière de sécurité routière. Les bonnes réponses, c'était donc la A et la C. Je suis dans la bonne voie pour aller tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Quand on voit la signalisation, le marquage au sol, on voit que dans notre voie, il y a une flèche qui va sur la droite. Donc cette voie ne va pas tout droit. Si je reste dans cette voie, je dois tourner à droite. Donc la voie qui va tout droit, c'est la voie de gauche. Donc je suis pas dans la bonne voie pour aller tout droit. C'était bien non, réponse B. Je dois obligatoirement aller à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place sur la voie de gauche pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, je suis obligé d'aller à gauche puisqu'on voit bien le panneau bleu circulaire avec la flèche vers le gauche. C'est un panneau d'obligation. Il m'oblige à tourner sur la gauche.
Par contre, est-ce que je me place sur la voie de gauche pour tourner à gauche? Je remarque que je circule dans une route à double sens de circulation. Je le vois notamment puisque la voiture jaune est stationnée dans le sens inverse. Donc bien évidemment, je ne peux pas me placer sur la voie de gauche puisque je serai en contresens. Donc les bonnes réponses étaient bien la A et la D. Rouler toujours à la vitesse maximale autorisée en agglomération fait gagner beaucoup de temps de trajet. Oui, réponse A. Non, réponse B. Rouler toujours à vitesse maximale autorisée en agglomération ne fait pas gagner un temps significatif de trajet. Par contre, ça démultiplie les risques d'accident. C'était bien non, réponse B. Ce voyant vient de s'allumer sur mon tableau de bord. Je dois m'arrêter immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Il m'indique que mon frein à main n'est pas desserré. Oui, réponse C. Non, réponse D. Lorsque je vois un voyant rouge s'allumer sur mon tableau de bord, il faut absolument que je m'arrête immédiatement. Les voyants de couleur rouge indiquent un grave problème qui nécessite un arrêt immédiat qu'il faut régler sur le champ. Ce voyant spécifiquement, il ne concerne pas le frein à main. Le voyant du frein à main, ce serait le même avec le P à la place du point d'exclamation. Ce voyant, il indique un problème avec le niveau de liquide de frein. Donc c'était bien la réponse A et la réponse D. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je dépasse ces cyclistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc je suis en arrière de ces cyclistes sur une voie assez étroite. Je suis hors agglomération, donc a priori je ne suis pas interdit de klaxonner. Est-ce que je klaxonne pour autant? Là, dans cette situation, c'est pas nécessaire. Je vais m'avancer doucement vers eux avec mon véhicule et puis ils vont m'entendre arriver. Et suite à ça, dès que les cyclistes m'ont vu, est-ce que je les dépasse? La voie est beaucoup trop étroite pour qu'on puisse dépasser ces cyclistes. On ne pourra pas laisser 1,50 m d'espace latéral de sécurité. Donc, on ne dépasse pas ces cyclistes. On attend que la voie devienne plus large pour pouvoir les dépasser en toute sécurité. Les bonnes réponses étaient la B et la D. Je roule à 80 km/h et je m'apprête à entamer un freinage d'urgence. Sur un sol sec, ma distance d'arrêt est environ de 56 mètres. Réponse A. 64 mètres. Réponse B. Le système qui évite le blocage des roues s'enclenche. De quel système d'urgence s'agit-il? L'ABS. Réponse C. L'AFU. Réponse D. Il existe une formule simple pour calculer la distance d'arrêt en fonction de la vitesse. Donc à partir de la valeur de la vitesse, donc là c'est 80 km/h, il faut prendre le chiffre des dizaines, donc là c'est 8, et il faut le multiplier par ce même chiffre. Donc 8 par 8, ça nous donne 64. Donc sur sol sec, ma distance d'arrêt, quand je roule à 80 km/h, elle est environ de 64 mètres. Et lors d'un freinage d'urgence, le système qui évite le blocage des roues, c'est bien l'ABS. Donc c'était réponse B et C. Si le siège d'un enfant n'est pas adapté à sa taille, il risque de passer la ceinture de sécurité sous son bras. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de choc, avoir la ceinture sous le bras permet de gagner en efficacité et réduire l'impact du choc. Oui, réponse C. Non, réponse D. C'est vrai que souvent, quand le siège n'est pas adapté à notre taille, on a tendance à passer la ceinture de sécurité sous le bras. C'est le cas souvent chez les enfants. Et ça, c'est vraiment quelque chose à ne pas faire du tout, puisque ça réduit drastiquement l'efficacité justement de la ceinture de sécurité qui est là normalement pour amortir les chocs. Et la ceinture de sécurité, lorsqu'elle est bien utilisée, elle permet de sauver des vies lors d'accidents. Les bonnes réponses, c'était la A et la D. La vigilance est diminuée par des contrôles latéraux rapides. Réponse A. Une discussion avec un passager, réponse B. L'écoute de la radio, réponse C. La monotonie de la conduite, réponse D. Tout ce qui va me distraire, qui va diminuer ma concentration, mon attention sur la route, va forcément affecter ma vigilance. Donc que ce soit discuter avec un passager, écouter la radio, ou même lorsque la conduite est monotone, donc par exemple sur l'autoroute où tout le long on va aller dans la même direction, à la même vitesse, donc ça c'est des facteurs qui vont diminuer ma vigilance. Donc les bonnes réponses c'était la B, la C et la D.
Sur une route à accès réglementé, je peux rouler à 110 km/h maximum. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux y circuler en vélo. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les routes à accès réglementé, dans la plupart des cas, elles sont limitées à 110 km/h, mais c'est pas forcément le cas tout le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que la limitation de vitesse maximum est fixée à 110 km/h. Et les voies à accès réglementé sont interdites aux véhicules sans moteur, donc les cyclistes, les piétons et également les véhicules lents comme les véhicules agricoles. Les bonnes réponses étaient la A et la D. Je dépasse immédiatement ce piéton en laissant 1 mètre d'espace latéral de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je place mon pied sur le frein. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc j'analyse la situation dans son ensemble. Je vois d'abord un premier piéton qui marche sur la route en face de moi. Je vois également une ligne continue. Donc c'est une voie à double sens de circulation. Je vois également un deuxième piéton un peu plus loin sur l'intersection qui est en train de traverser la voie. Et je vois également un motocycliste au loin qui est en train de venir vers moi, qui est dans le sens inverse de la circulation. Même si la signalisation potentiellement m'autoriserait à dépasser ce piéton en laissant au moins 1 mètre d'espace latéral de sécurité, en chevauchant la ligne continue sans la franchir, même dans ces conditions-là, je n'entame pas le dépassement immédiatement puisque je vois bien le motocycliste qui vient dans mon sens. Je vois également un deuxième piéton qui traverse. Donc je ne dépasse pas ce piéton, je roule au pas et je place bien mon pied sur le frein puisque cette situation implique beaucoup d'incertitudes. Les bonnes réponses étaient la B et la C. À l'entrée de ce tunnel, j'allume les feux de route, réponse A, de brouillard avant, réponse B, de croisement, réponse C, de position seule, réponse D. De manière générale, quand on rentre dans un tunnel, on allume les feux de croisement. Là, on est hors agglomération, les feux de croisement sont obligatoires, tous les autres feux sont interdits. En agglomération de jour ou bien de nuit dans une agglomération éclairée, il est également potentiellement possible d'utiliser les feux de position seuls, mais de manière générale, on préférera l'utilisation des feux de croisement aux feux de position seuls dans ce cas-là. Mais là, il faut comprendre qu'on est hors agglomération, donc les feux de position sont interdits. Et à l'entrée de ce tunnel, j'allume les feux de croisement. C'était bien la réponse C. Il s'agit d'une ligne de dissuasion. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors non, il ne s'agit pas d'une ligne de dissuasion, c'est bien une ligne discontinue traditionnelle. La ligne de dissuasion, ça ressemble plutôt à ça. La différence avec la ligne discontinue traditionnelle, c'est que les traits sont bien plus rapprochés. Et la ligne discontinue permet le franchissement de cette même ligne et le dépassement de n'importe quel véhicule si les conditions le permettent, bien évidemment. Et en ce qui concerne la ligne de dissuasion, je peux la franchir uniquement pour dépasser des véhicules lents qui circulent à moins de 60 km/h. Donc c'était bien non, réponse B. Une fois que j'estime que je peux dépasser dans cet ordre, je contrôle mes rétroviseurs, je clignote, je contrôle l'angle mort, je me déporte. Réponse A. Je contrôle mes rétroviseurs, je contrôle l'angle mort, je clignote, je me déporte. Réponse B. Je contrôle l'angle mort, je clignote, je contrôle mes rétroviseurs, je me déporte. Réponse C. Je contrôle mes rétroviseurs, je contrôle l'angle mort, je me déporte, je clignote. Réponse D. Quand on veut effectuer un dépassement, il y a des contrôles de sécurité à faire et il faut le faire dans un ordre bien précis. Donc dans un premier temps, je contrôle mes rétroviseurs, le rétroviseur intérieur et également le rétroviseur gauche puisque je dépasse par la gauche. Ensuite, je contrôle l'angle mort gauche et ensuite je vais activer mon clignotant gauche et ensuite je me déporte sur la gauche pour dépasser le véhicule en face de moi. Donc la bonne réponse était la B. Je vais tout droit. Je cède le passage au véhicule à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au véhicule à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D.
À droite comme à gauche, les usagers doivent franchir une ligne discontinue pour venir dans ma voie, que ce soit pour venir se placer dans la voie ou bien pour uniquement la traverser. Les véhicules venant de la gauche comme de la droite devront donc me céder le passage. Je suis donc prioritaire. Les bonnes réponses étaient la B et la D. Après vérification des rétroviseurs et de l'angle mort, j'actionne le clignotant et je me déporte sur la gauche pour faciliter l'insertion des véhicules en avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je vois les véhicules en face sur la droite qui sont dans une voie d'insertion. Ils ont leur clignotant allumé, ils cherchent à se placer dans ma voie. Même s'ils sont censés céder le passage, je vais tout de même faciliter leur insertion en me plaçant sur la voie de gauche. C'était bien la réponse A. C'est déjà la fin de ce test, oublie pas de mettre ta note en commentaire et puis si t'as moins de 35 sur 40, pense à refaire ce test d'ici quelques jours pour bien assimiler les réponses. Je compte sur toi pour t'abonner, en tout cas bravo à toi pour être venu à bout de ce test. Et si tu veux vraiment réussir ton code, n'hésite pas à aller sur le premier lien en description pour débloquer toutes les ressources dont tu as besoin pour réussir ton code le plus rapidement possible. Moi je te dis à très vite pour un nouveau test. Bye.